Aliou Ba en direct. On va donc y aller tout de suite. Aliou Ba, bonjour. Bonjour, bonjour Monsieur Diallo, bonjour à tous les journalistes et bonjour à tous vos auditeurs sur le territoire national et en dehors. Bienvenue dans cette émission. Et vous, en parlant de territoire, vous êtes où précisément? Évidemment. Je suis à Washington aux États-Unis. Voilà. Ouais, je suis là pour poursuivre la tournée internationale de présentation dédicace de mon livre et je suis aux États-Unis aussi pour participer, comme je le fais chaque année depuis 2016, aux activités de l'Assemblée générale des Nations unies au courant du mois de septembre à New York. Donc, ce qui veut dire que vous pourrez éventuellement y croiser Mamadi Doumbouya. Oui, c'est possible, je crois, puisque de toutes les façons, la Guinée étant membre des Nations Unies, chaque pays a droit à la parole à l'Assemblée générale, à la tribune. Maintenant, je ne sais pas qui va représenter la Guinée. De toutes les façons, peu importe la situation, chaque pays c'est un droit reconnu, donc peut-être que ce sera lui ou quelqu'un d'autre, j'en sais rien. On verra, on verra. Oui, Talibé Bari, pour commencer. Alors, pour en venir au bilan des 2 ans de transition sous le CNRD, quel regard synoptique pouvez-vous nous en donner, M. Ba? Bon, écoutez, je crois qu'aujourd'hui, au regard de ce qui s'est passé ces 2 dernières années, on est en droit de se poser la question à savoir, est-ce que nous sommes dans une transition ou nous sommes dans un mandat déguisé? Parce que la vocation classique d'une transition et au regard des engagements qui avaient été pris dès le départ, c'est de prioriser les actions en rapport avec le processus qui nous ramène à l'ordre constitutionnel. Si on voit ces différents aspects pendant ces 2 ans, on est en droit de douter, est-ce que le CNRD s'est donné comme priorité de ramener la Guinée à l'ordre constitutionnel à travers des élections inclusives, transparentes et crédibles qui permettront aux Guinéens d'élire de la base au sommet ceux qui vont les représenter, parler et agir à leur nom. Et je pense que à l'évaluation de cet aspect, on se rend compte que des efforts n'ont pas été fournis pour nous rassurer. Lorsqu'on voit les engagements pris, la charte de la transition, la feuille de route du gouvernement, on se dit que des actes allant dans le sens de la Constitution, parce que nous sommes de ceux qui pensent que d'ailleurs on pouvait se passer de l'idée de rédaction d'une nouvelle constitution parce que la Guinée n'a pas un problème de constitution, la Guinée a un problème de grandeur de ses dirigeants. La constitution de 2010, elle est progressiste, elle comporte beaucoup de dimensions qui peuvent nous permettre de repartir sur cette base. D'ailleurs, elle a été si bien ficelée qu'elle était encombrante pour Alpha Condé qui s'en était débarrassé dans les conditions que vous savez. Donc si on veut être réaliste et gagner du temps et également consolider les acquis, je crois que cette constitution pouvait simplement être toilettée à la limite et soumise à référendum. Ça c'est le premier élément. Le deuxième c'est par rapport au processus électoral. Vous vous souvenez que le modèle a publié régulièrement et je crois que le troisième résultat de nos réflexions a été rendu public au mois de mai 2022, le 6 mai 2022, et nous avons transmis ces réflexions qui étaient assorties de simulations de délai à travers un ensemble de tableaux sur les dimensions que nous estimons être essentielles pour la transition. Nous avions transmis ces réflexions à l'ensemble des autorités de la transition avec accusé-réception. Le président de la transition en a reçu lui-même une copie, le CNT en a reçu, la primature en a reçu et tous les autres organes concernés et nous avons partagé ça avec l'ensemble des partis politiques et les organisations de la société civile et nous avions fait un communiqué de presse et nous avons diffusé dans les médias et FIM FM nous avait même reçu pour faire un exposé de ces réflexions qui étaient des réflexions techniques en rapport avec la transition. Je crois qu'on n'a pas manqué de contributions et je pense que beaucoup d'autres partis politiques l'ont fait, des organisations et les autorités de la transition ont eu suffisamment de temps, 2 ans, suffisamment de moyens pour
pouvoir dérouler une transition qui allait nous ramener à un ordre constitutionnel. Ce qui a manqué, c'est quoi? C'est la bonne foi, c'est la sincérité et la volonté d'aller dans cette direction. Alors, je dirais que d'autre part, il y a un indicateur aujourd'hui que chacun de nous peut évaluer. Lorsque les autorités de la transition élaborent de façon unilatérale un budget pour l'exécution de son chronogramme qu'elle ne respecte même pas, parce que les points inscrits que nous avions déjà contestés, les points inscrits dans son chronogramme, sont loin d'être sa priorité dans la pratique. Lorsqu'on évalue les 600 millions de dollars comme rançon, parce que ce n'est pas un budget, on ne peut pas comprendre comment tout ça a été fait, et le même gouvernement revient quelque temps après pour dire qu'ils ont mobilisé moins de 10% de ce montant. C'est d'abord un indicateur de crise de confiance. Eux-mêmes, c'est une façon de constater leur propre échec, parce que lorsqu'ils projettent un projet de chronogramme, ils le valident de leur façon, ils s'associent avec des acteurs politiques qui se constituent comme mouvance de la transition et qui sont eux-mêmes aujourd'hui dans le tourbillon de cette même transition, parce que vous voyez la cacophonie qu'il y a autour des soutiens de cette transition qui pensent naïvement que les militaires sont venus pour eux et qui sont en train de faire leur petit jeu. Et constater tout ça, je crois qu'il y a un échec que les autorités de transition elles-mêmes sont en train de constater. Maintenant, l'autre dimension sur laquelle ils étaient vraiment attendus, c'était la question de la justice. Vous vous souvenez des engagements pris dans le sens de la justice, et je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas se perdre de vue. La justice, elle est à deux vitesses, parce que les crimes politiques qui ont été commis pendant l'Ancien Régime, les assassinats dans les manifestations de rue, les arrestations arbitraires, les cas de torture, les cas d'emprisonnement, aucun de ces dossiers n'a été traité pendant cette transition comme étant un dossier prioritaire. Et pourtant, je crois que le 5 septembre, le colonel n'avait pas manqué de le mentionner. Par la suite aussi, cela a été discuté. Il y a eu beaucoup de rapports établis par non seulement la lutte que nous avons menée, les organisations locales, mais également les organisations internationales en rapport avec les questions de droits de l'homme. Donc venir et promouvoir l'impunité et faire croire qu'en réalité qu'on fait de la justice, je crois que c'est une sorte de tromperie qui est très visible. Donc quand on voit l'acharnement par rapport aux acteurs politiques, aux acteurs sociaux. Aujourd'hui, c'est triste pour notre pays que des personnalités respectables comme Sékou Kounduno de la société civile, comme Ibrahima Diallo, comme Bilo, comme Cellou Dalein Diallo, comme Sidia Touré, et même comme Alpha Condé, qui doit rendre des comptes en Guinée, qu'ils soient persécutés, qu'ils soient tous en exil, qu'ils soient contraints, que leur liberté soit ramenée à la bonne volonté d'un individu. Même si le pouvoir à Conakry est formel, ils n'ont interdit à personne de revenir au pays, y compris Alpha Condé lui-même. Oui, mais écoutez, aucun acte officiel ne leur interdit le retour. Oui, vous savez, c'est très facile de le dire comme ça, mais lorsqu'on se déclare être une autorité d'un pays, on a l'obligation de garantir le respect des droits et libertés de tous les citoyens et de leur mettre en confiance. Ce n'est pas le fait de le dire dans le discours qui compte, ce sont les actes qu'on pose qui comptent. Quand on prend au cas par cas, je crois que ce n'est pas l'objectif de l'émission puisque c'est déjà connu, mais lorsqu'on prend au cas par cas, on se met à la place de ces citoyens, on ne se sent pas rassuré. Mais écoutez, vous prenez toutes ces personnalités-là, je ne crois pas que ceux-ci aient envie de vivre ailleurs que dans leur pays. Donc ça, c'est déjà prouvé. Donc voilà. Alors quand j'ai pris toutes ces dimensions sur la base de ce que doit être une transition, la vocation classique d'une transition, et je crois qu'on est en droit de douter, est-ce que nous sommes dans une transition ou nous sommes dans l'exécution d'un mandat déguisé? Donc en résumé, quand on regarde les indicateurs politiques, on est dans un schéma de confiscation de pouvoir. Vous allez donner quelques petites analyses sur le point de vue des indicateurs économiques. La conclusion au plan politique, c'est que vous pensez qu'on est dans un schéma de confiscation de pouvoir parce qu'il n'y a aucune lisibilité sur le retour à l'ordre constitutionnel. Il y a quand même le pan économique entre-temps.
Oui, c'est comme si nous étions aujourd'hui tous embarqués dans un véhicule où le tableau de bord est éteint. Bien. On ne sait pas quel est le niveau du chauffage, quel est le niveau du carburant, on ne fait plus confiance au chauffeur, on ne connaît plus la destination, on ne sait plus à quel moment on va s'arrêter, à quel moment on va arriver là où on veut arriver. Et je crois que c'est l'un des plus grands problèmes qui se posent aujourd'hui à cette transition, c'est que vous voyez même dans les différentes prises de parole, vous vous rendez compte effectivement que l'esprit qui devait nous conduire vers le retour à l'ordre constitutionnel devait être focalisé sur la confiance que cela devait inspirer à chaque citoyen. Parce que un gouvernement non élu, une autorité non élue ne tire sa légitimité que de la confiance que les citoyens peuvent avoir à son niveau. Et je crois qu'aujourd'hui, cette crise de confiance est liée au manque de lisibilité. Encore une fois, ce n'est pas complètement tard. Tous ces éléments doivent interpeller les gestionnaires de la transition pour que le tir soit rectifié. Autrement, je ne vois pas une autre destination si ce n'est pas le ravin, et ce serait vraiment dommage pour la Guinée et une perte de temps pour notre pays. En résumé, vous êtes par ailleurs un économiste. Est-ce que vous avez un argument qui annule le sentiment de satisfaction aujourd'hui du pôle économique de ce gouvernement, par exemple, qui se réjouit aujourd'hui du fait que la Guinée est passée d'un pays à revenus tout simplement faible à revenus intermédiaires, et qu'en termes de chiffres de croissance, les perspectives sont bonnes. Donc, au point de vue macroéconomique, les indicateurs sont au vert. Est-ce que vous avez un argument contraire qui prouve que ce n'est pas un bilan positif en 2 ans, en 1 minute 30 secondes? Écoutez, moi je suis un économiste contemporain, j'évalue l'impact de l'économie dans le quotidien des gens, dans leurs poches, dans leurs conditions de vie, dans leur façon d'exister. Je ne suis pas un théoricien de l'économie qui vient réciter ce que tel ou tel a pensé. La Guinée, c'est un pays où nous vivons, je crois que chacun de nous peut arbitrer puisque nous nous occupons de nos différentes familles. Les conditions de vie deviennent encore plus précaires. J'aimerais bien qu'en économie, qu'on me prouve le nombre d'emplois créés pendant une période pour me démontrer que l'économie se porte mieux. L'économie, lorsqu'elle se porte mieux, elle s'évalue par la capacité à rendre les conditions de vie meilleures, c'est-à-dire à augmenter les revenus des gens par les emplois qui sont créés, et également à faciliter plus la mobilité des personnes et aussi garantir la transparence dans la gestion. Ce sont ces éléments qui sont des éléments factuels. Alors, on ne peut pas rester en surface et évaluer des indicateurs macroéconomiques lorsqu'on sait qu'il n'y a aucun mécanisme de redistribution des richesses qui soit contrôlable a priori et a posteriori. Aujourd'hui, dites-moi, quel est l'organe par lequel on peut vérifier toutes les dépenses publiques? Ça n'existe pas, parce que toutes les institutions ou tous les organes publics sont absorbés par un cercle très restreint qui dicte en fait la manière de se comporter. Lorsque vous n'avez pas une possibilité de faire des évaluations comparatives de la façon dont on procède, on ne peut pas garantir que c'est transparent. Et lorsque ce n'est pas transparent, ça devient unilatéral, la source d'information devient unique, et ce n'est pas les rapports qui sont établis par les institutions internationales qui vont conforter le paysan de Jomoa quelque part à Kouing, ou bien quelqu'un qui fait son petit potager à Beila qui va se dire mais ça ne le nourrit pas. Alors l'économiste que je suis un pragmatiste, j'évalue les éléments tangibles dans les conditions de vie des gens pour me dire qu'il y a une amélioration. Mais encore une fois... Donc de ce point de vue, le bilan est négatif. De transition. Oui, mais écoutez, à ce niveau-là, ils gèrent les affaires courantes, ils font de l'économie de maintenance, ils s'associent, d'ailleurs ça indique que la crise de confiance à elle seule suffit pour démontrer qu'au niveau local, il y a du désinvestissement, parce que la plupart des Guinéens qui sont des acteurs économiques privés sont en train de délocaliser pour beaucoup d'entre eux dans la sous-région. J'en connais une vague qui va dans des pays comme le Libéria, la Sierra Leone, au Sénégal, en Côte d'Ivoire et dans beaucoup de pays. Ça, c'est très important. Et d'ailleurs, c'est plus important que ce qu'on peut avoir comme appréhension des organismes internationaux. Les acteurs locaux, c'est ceux-là qui font l'économie. Et ceux-là désinvestissent parce qu'il n'y a pas de perspective rassurante.
par rapport à la transition, quelle est la situation des PME en Guinée, par quel mécanisme ils arrivent à se faire payer à travers les prestations de services vis-à-vis de l'État. Aujourd'hui, la lourdeur et le manque de réforme du système bancaire dans notre pays plombe systématiquement les financements au niveau local. Quand vous avez des financements simples qu'ils arrivent à acquérir à un taux d'intérêt qui varie entre 14 et 17% pour un pays qui ne fait pas, si vous voulez, 5-6% de croissance, ça veut dire qu'il y a une impossibilité de rembourser les prêts qui sont acquis au niveau des institutions bancaires. Il y a ces problèmes techniques qui se posent aujourd'hui de sorte que les véritables acteurs de l'économie sont soit non financés ou sous-financés. Alors lorsqu'on me parle d'économie, moi je parle de ceux-là. Ce sont ceux-là qui créent de la richesse, ce sont ceux-là qui créent des emplois, ce sont ceux-là qui développent l'économie et qui ont de l'impact dans les conditions de vie des gens. Moi je ne parle pas des bureaucrates qui s'arrogent des chiffres inventés et qui font croire que la Guinée se porte bien. La Guinée où je vis ne se porte pas bien économiquement. Voilà. Je le sens dans ma poche, je le sens chez mes voisins, je le sens dans la rue. Voilà. Économiquement, la Guinée ne se porte pas bien. Au plan politique, les indicateurs montrent que nous sommes dans un chemin de confiscation de pouvoir. Alors, pour conclure, quel appel vous lancerez justement à ceux qui tiennent la transition au plus haut lieu? Le président de la transition, on est talonné par le temps, et après, bien entendu, 2 ans de transition. 2 ans après le coup d'État, j'allais dire. 2 ans de transition, c'est déjà beaucoup. Le schéma sur lequel on était parti, c'était une transition qui varie entre 15 et 18 mois. C'était bien possible de réaliser cette transition en Guinée en moins de 2 ans. Aujourd'hui, normalement, on aurait célébré la fin de la transition à travers l'enclenchement du processus électoral pour les 3 types d'élections sur lesquels on devait se battre aujourd'hui. Mais avoir 2 ans de transition, ce n'est pas rassurant parce qu'au-delà de 2 ans déjà, c'est la moitié d'un mandat dans un pays anglophone africain. Et lorsqu'on a une transition qui va au-delà de 2 ans, elle devient problématique. Le colonel Doumbouya doit le comprendre. Il n'y a aucune magie possible. Cette transition qui tend vers sa 3e année deviendra problématique parce qu'il y a beaucoup de forces antagoniques qui sont là, qui sont tapis à l'ombre. Et la transition, c'est le creuset le plus risqué pour les forces occultes. Donc il y a toutes sortes de mafias qui vont s'organiser autour du pays parce que les lois ne sont pas respectées, les institutions sont fragiles, il y a la tentation vers l'argent facile. Il y a l'économie criminelle qui va se développer. Et nous sommes dans une sous-région à risque, avec des tensions géopolitiques, la crise dans le Sahel, l'instabilité, et vous avez tous ces facteurs. La Guinée est considérée comme étant le moindre mal parmi des pays qui souffrent des difficultés de même contenir l'intégrité de leur propre territoire. En l'occurrence, le Mali, le Burkina Faso et les autres pays du Sahel. Donc, si les autorités de la transition ne se remettent pas en cause et se débarrassent pas. Vous voyez avec quelle arrogance et quelle suffisance. Même des gouvernants élus ne s'expriment pas comme ça. À plus forte raison des gens qui ont pris le pouvoir à travers une transition. Même pas un minimum d'humilité, même pas un minimum de modestie. Je crois que le colonel doit nettoyer d'abord autour de lui. Il y a plein de gens qui sont en train de travailler contre son honneur, contre ses intérêts et contre ses engagements. Et je crois que je l'avais dit depuis le début et je continue à le dire. Il est en train d'être trompé et c'est à son détriment. J'espère bien qu'il va se rétracter et qu'il va corriger ce tir, ça devient urgent. On espère bien que Mamadi Doumbouya entendra de vive voix ce conseil, cet appel au palais Mohamed V. On espère aussi que vous le croiserez dans les couloirs des Nations Unies afin de lui prodiguer davantage ses conseils. Merci en tout cas Ali Ouba et bon séjour aux États-Unis. Merci, à bientôt.